Alors tout d'abord un mot de présentation de l'auteur. J'ai composé un peu plus d'une vingtaine d'ouvrages dramatiques qui ont été créés principalement sur la radio, en particulier sur France Culture, et qui ont été publiés en 5 volumes. J'ai écrit aussi des études sur le théâtre contemporain et 4 biographies publiées chez Flammarion, celles de Corneille, Pascal, Racine et Ionesco. Alors François Mauriac naît à Bordeaux en 1885, il meurt à Paris en 1970, ainsi il lui aura été donné de connaître toutes les grandes tragédies du XXe siècle. Le livre s'intitule Mauriac politique. François Mauriac laisse derrière lui une somme journalistique qui va des articles qu'il a donnés avant la guerre de 1914 au journal paroissial de Clichy jusqu'au bloc-notes du 15 août 1970 qui est comme l'ultime salut à la vie. Alors 1954-1962, c'est le temps d'une tragédie silencieuse, la tragédie algérienne, ainsi que la nomme Raymond Aron dès le printemps de 1956. C'est le temps où la grande machinerie militaire saisit chaque année, classe après classe, contingent après contingent, les jeunes gens nés 20 ans plus tôt. Garçons français réputés bons pour le service en Afrique du Nord, conscrits courageux, mécontents d'être là, mais fidèles à leur mission, être là précisément, là en Algérie, formant ainsi une immense armée d'un demi-million d'hommes avec ses milliers d'officiers et de sous-officiers de réserve, avec aussi ses colonels, ses capitaines et ses lieutenants d'active, retour du Tonkin, avides de prendre leur revanche sur la défaite indochinoise. C'est le temps des Marseillaises, des prises d'armes, des sonneries aux morts, des roulements de tambour, le temps des attentats aussi. Cris, crimes, terreur, et s'élevant du magma en fusion, une voix brisée, la voix de François Mauriac, douloureuse comme un murmure d'agonisant, portée chaque semaine par le bloc-notes de la dernière page de l'Express. Écho talentueux d'une conscience anxieuse, aux aguets devant l'histoire en gestation, François Mauriac, c'est le témoin historique capital. Mémorialiste dans les années 50 de ce que l'on appellera plus tard la décolonisation, François Mauriac aura été aussi de 1944 à 1952 l'intrépide combattant de l'antistalinisme, le virulent chroniqueur du temps de la guerre froide, répliquant dans le Figaro plusieurs fois par semaine aux attaques de l'humanité. Au rebours des compagnons de route du Parti communiste, il ne cesse de dénoncer la tyrannie qui s'est abattue sur l'Europe de l'Est et la menace que fait peser l'armée rouge sur l'Europe de l'Ouest. Durant la guerre, François Mauriac avait marqué son plein ralliement à la résistance intellectuelle en publiant au début de 1944 son cahier noir. Son allégeance au général de Gaulle s'était exprimée à pleine voix dès septembre 1944 par des articles qui étaient aussi une manière pour lui d'appuyer, d'aider le président du gouvernement provisoire à résister à la pression communiste. Très vite, il avait fait entendre sur l'épuration la note d'équité qui lui serait propre. C'est à partir de 1953, au lendemain du Nobel qui lui est décerné en novembre 1952, que François Mauriac se fait le porte-étendard de la décolonisation. En 1954, il apporte un soutien actif au gouvernement de Pierre Mendès France qui conclut la paix en Indochine et désamorce la crise tunisienne. Son talent de polémiste s'exerce aux dépens du MRP et de la droite parlementaire. Pour stigmatiser le pouvoir de cette droite, il croit même pouvoir évoquer la dictature à tête de bœuf. Formule aussi brillante que totalement inexacte. Joseph Laniel, président du Conseil en ce temps-là, n'a jamais exercé aucune dictature d'aucune sorte. La virulence du bloc-notes met le feu sur la place. À partir de 1955, c'est l'Algérie qui fixe son attention, espérant vainement qu'une majorité de gauche saura trouver le chemin de la paix. Il contribue de toute son influence à la victoire électorale du Front républicain le 2 janvier 1956. Mais au lieu qu'il soit fait appel à Pierre Mendès France comme il l'espérait pour diriger le gouvernement, c'est Guy Mollet qui est désigné par le président de la République, René Coty, et c'est lui qui est investi par l'Assemblée nationale. Ce que le bloc-notes et les articles de cette époque, 1956-1962, font ressortir, c'est la tragique intensité du conflit en cours. C'est une sorte de détresse algérienne qui enveloppe toute une partie de la société, tout spécialement les jeunes gens que leur âge appelle sous les drapeaux. Les divisions de l'opinion sont profondes
et aboutissent d'un côté à des actes d'aide au FLN qui s'apparentent à des actes de trahison, et de l'autre à un contre-terrorisme dont les crimes de l'OAS expriment toute la violence. Obsédé par le mal, celui qu'il voit se déployer sous ses yeux et celui dont témoigne le passé historique de l'humanité, François Mauriac trouve son salut dans la foi. Foi au Christ, fidélité indéfectible à l'Église catholique pour ce qui est de la vie sacramentelle, mais qui n'empêche pas par ailleurs l'expression de regret, d'impatience, de déception. Aussi, le renouveau conciliaire de Vatican II est-il accueilli par lui comme un moment d'allégresse, même si dans la seconde moitié des années 60, il exprime d'insistantes inquiétudes sur l'évolution de l'institution ecclésiastique. Mais jamais il n'envisage de renoncer à sa foi. Il est assuré que pour lui, la parole évangélique jamais ne sera lettre morte. Le Christ n'est pas un concept, il est quelqu'un, écrit-il. La foi des chrétiens repose sur un fait historique, dit-il encore, le fait du Christ. La joie du Christ ressuscité le dissuadera toujours de désespérer. Hospitalisé dans un état de faiblesse généralisée le 19 août 1970, il entre en agonie le 31 août en début de soirée, et le 1er septembre 1970, à 1h40 du matin, François Mauriac quitte ce monde, cependant qu'au pied de son lit, des religieuses prient à genoux.